travail ou emploi qui l'emportera, je ne sais pas, je ne prendrai pas parti. Mais en tout cas, dans les deux cas, ça va influencer nos espaces de travail. Et voilà, moi je voudrais partager avec vous une réflexion sur les espaces de travail. À quoi servent-ils? À qui servent-ils? Comment vont-ils évoluer? Donc mon angle, c'est l'espace. Et alors Jean-Christophe Anna nous a demandé d'être inspirant, ce que j'ai trouvé assez difficile comme ça au débeauté. Donc je me suis abritée derrière... oui, ça c'était le titre de mon intervention. Bon, je passe. Et à droite, c'était le dernier livre que j'ai écrit. Donc il fallait être inspirant et j'ai pensé me retrancher derrière deux personnes qui ont beaucoup influencé tous mes travaux sur le travail, espace, organisation. C'est Maspero, plutôt que regarder, se dire ça me regarde, et ça c'est valable absolument pour tout, y compris votre cadre de vie et la ville. Et la phrase de Pérec, vivre c'est passer d'un espace à l'autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Je pense qu'on peut le méditer et ça sera toujours opérant. Alors je voulais juste, pour vous faire prendre conscience de l'importance de l'espace sur nos vies, bon, en 20 minutes, je n'ai pas le temps d'en dire grand-chose, mais je voulais prendre l'exemple de la Poste. Vous vous rappelez tous, la Poste, il y a une dizaine d'années, c'était des guichets derrière des vitres avec des employés plus ou moins aimables, des files qui étaient toujours énormes et vous n'étiez jamais dans la bonne file, dans un lieu qui était plutôt sinistre. Aujourd'hui, les bureaux de poste, ce sont des lieux ouverts avec plus de guichets, rien du tout, des gondoles partout qui vous vendent aussi bien des enveloppes que des cartables, enfin qui vendent absolument n'importe quoi et de tout, et des agents qui n'ont plus de bureau, plus de sièges et qui virevoltent au milieu de vous pour vous aider à vous battre avec les automates. Bon, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Poste avait mis en place le changement des espaces avant de mettre en place le changement de management et de privatisation de la Poste. Donc c'était très important que finalement l'espace soit pris en compte dès le début. Et c'était d'ailleurs du reste assez violent, même si pour le consommateur, c'est un espace un peu plus, enfin l'usager on dit plutôt, c'est un espace un peu plus agréable. Alors, pourquoi on vient au bureau? C'est quand même une question qu'il faut se poser et à laquelle il faudra répondre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Bon, au début, c'était simple, hein, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres... c'était pour être surveillé, être contrôlé, mais aussi parce qu'on ne pouvait pas travailler autrement avec les outils de l'époque. On ne les avait pas chez soi. Et on y venait aussi pour avoir une reconnaissance historique, une reconnaissance sociale et pouvoir avoir une histoire dans l'entreprise. Et on y venait pour travailler sur aussi de mêmes dossiers. Et c'est là qu'on a pu inventer le bureau paysager dans les années 60, à la suite d'une réflexion sur la façon dont les dossiers passaient de l'un à l'autre. On a finalement fait tomber les murs et placé les gens de façon non hiérarchique. Bon, ça, c'est pas pour vous faire un cours sur l'histoire du bureau, c'est juste pour vous montrer que finalement, on est resté sur ce modèle, qu'on a évidemment un peu fait évoluer, et finalement, on peut se poser la question de, aujourd'hui, un espace de travail, qu'est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on partage juste un espace? Est-ce qu'on partage du travail? Est-ce qu'on partage plus que ça? Et on voit que de plus en plus, les bureaux 4e génération des open space, je vous épargne, je n'ai pas le temps de vous faire les autres générations, c'est un plateau très silencieux où vous êtes invité à vous lever pour aller dans des petites boîtes. Alors, des boîtes, selon vos moyens, les boîtes seront plus ou moins jolies, plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées. Mais qu'est-ce que ça signifie, ces petites boîtes? Et vous pouvez aussi les sophistiquer un petit peu ou les rétrécir. C'est qu'à chaque fois que vous êtes amené à parler, à communiquer avec quelqu'un d'autre, vous êtes amené à aller ailleurs. Donc ça nous donne des espaces de travail finalement très très prégnants où vous venez pour travailler en silence face à votre ordinateur dans un espace ouvert et dès que vous êtes nuisant entre guillemets, vous allez ailleurs.
avec le discours sur mais non, l'espace ouvert ne va pas vous embêter, c'est pas du tout bruyant, avec cette idée de se protéger de plus en plus, avec ces boîtes qui deviennent de plus en plus petites, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans 5 ans, tout le monde a son scaphandre pour arpenter les couloirs, sauf qu'il n'y a plus de couloirs, donc pour arpenter l'espace. Et bon, c'est quand même un peu une vision étroite du travail et des espaces de travail. Alors, autre chose, là je prends l'opposé, c'est la tentation du fun ou l'art d'escamoter le travail avec les GAFA, qui ne vous montrent jamais une personne au travail, mais qui mettent l'accent que sur les à côté du travail. Alors qu'eux-mêmes font des sièges sociaux pour 5000 personnes, par exemple Apple, avec 1200 places de parking, et évidemment sabotent tout le vivre ensemble et l'art de vivre d'une région avec des embouteillages monstres et l'immobilier qui augmente. Idem chez nous, hein, il n'y a pas que les franciliens, on a aussi le même problème des trajets et on est toujours... Autant on a pris l'habitude de laisser les gens, de laisser l'espace tranquille et que ce soit les gens qui bougent, sur le plateau, on a oublié que les gens, il fallait qu'ils bougent de leur lieu de résidence à leur lieu de travail. Et finalement, cette mobilité, on commence seulement à se dire, notamment avec le réchauffement de la planète, qu'il va peut-être falloir arrêter et prendre en compte pas seulement mon plateau ou mon immeuble de travail, mais comment l'immeuble fabrique la ville, comment tout ça fabrique un cadre de vie pour nous tous, et que la mobilité ne peut pas être simplement une histoire sur le plateau que j'ai le droit de bouger pour aller téléphoner ailleurs, mais doit être prise en compte dans un sens plus large. Alors bon, on fait quoi? J'ai pas l'heure sur ce truc, donc je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais bon. Ah, au milieu, oui, d'accord. Oh, bah c'est super. Ah ouais, je n'avais même pas vu. Alors, on fait quoi? Je pense dans les années 90, il y avait des tas d'expositions, des tas d'ouvrages qui nous annonçaient la mort du bureau. C'était vraiment la fin de la construction tertiaire. C'était donc bien avant les smartphones et l'ordinateur sur le coin du bureau, mais on anticipait qu'on aurait des moyens de travailler à distance et qu'on ne viendrait plus travailler au bureau. Ça s'est révélé complètement faux. La construction est plus flamboyante que jamais, dans le tertiaire, j'entends. Il y a encore des énormes fusions de 5 000, 10 000, là je parle de la France, 5 000, 10 000 salariés au même endroit, à Saint-Denis, à Fontenay-sous-Bois, un peu partout, enfin dès qu'on trouve assez de place pour les mettre. Et donc ça pose, alors que parallèlement on a tous les outils pour travailler à distance, ça pose un problème, mais bon, on est parti sur un ancrage physique qui perdure, qui reste. Alors je pense que... il faut regarder un peu ce que font les tiers-lieux, le coworking, que vous, à mon avis, vous avez fréquenté et que vous connaissez bien. C'est quels sont les ingrédients qu'eux ont réussi par rapport au bureau classique de n'importe quelle entreprise, y compris d'une start-up qui, en général, n'est pas très innovante, mis à part quelques peluches et une trottinette, elle n'est pas spécialement innovante dans ses espaces de travail et dans ses modes de travail. Et les startups ont quand même, le coworking a quand même réussi à donner un ancrage physique, à travailler virtuellement et surtout à savoir qui était qui, alors qu'au départ ce sont des gens qui ne se connaissent pas, et qui fait quoi. Or, si vous regardez dans le travail, quand vous mettez des gens sur un plateau paysager, la plupart du temps, à part les 4-5 qui sont autour d'eux, ils ne savent pas qui fait quoi, qui est qui, et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Donc je pense qu'il faut s'intéresser à ce que racontent un peu ces espaces des tiers-lieux. Il faut repenser aussi, puisque Marc Alville l'a un peu abordé, à partir du moment où le télétravail se développe, où vous allez faire chacun 2 jours de télétravail, quand vous allez venir dans l'entreprise, quand vous faites du télétravail, vous faites évidemment des tâches de concentration que vous ne pouvez faire que vous n'avez pas besoin des autres. Donc quand vous allez venir les 3 autres jours, évidemment,
que vous allez... Ça n'a aucun sens que vous veniez juste pour venir vous plugger devant un ordinateur et l'allumer comme votre voisin, et puis lui envoyer des textos pour lui dire qu'on va se prendre un café parce que vous avez peur de déranger. Ça n'a plus... si vous faites votre travail individuel ailleurs, quand vous revenez dans l'entreprise, vous avez au contraire besoin d'échanger et que l'entreprise devienne un lieu de rencontre, un club anglais, comme disait Francis Dufy dans les années 95. Est-ce qu'il ne faut pas aussi inverser les choses, au lieu de faire des plateaux ouverts, silencieux et des petites boîtes pour parler, se dire qu'il faudrait essayer de penser que ce soit l'espace où on se parle et éventuellement une petite boîte et pas 36 où on va aller s'isoler, puisque quand on vient, c'est pour voir les autres. Et puis, il faut chercher aussi il faut observer aussi ce qui se passe avec les... Vous avez des gros acteurs qui arrivent sur le marché, comme WeWork ou Quark, qui arrivent et qui créent des espèces de coworking de 1200 places. Vous voyez, on change de l'échelle du coworking du coin et de la bande de potes où on était 20 ou 30. Est-ce que ces grosses entités vont effectivement bouleverser le marché du travail et des lieux de travail? Est-ce que c'est pas un peu comme le Canada Dry? Ils ont le goût du coworking, ils ont repris les codes du coworking, mais finalement c'est une usine taylorienne. Voilà, je pense qu'il faut regarder comment ils vont... Est-ce qu'ils vont savoir inventer d'autres façons d'utiliser ces espaces de travail? C'est pas sûr. En tout cas, ils peuvent permettre à des sociétés en développement, ils peuvent leur permettre d'être comme un espace tampon, c'est-à-dire qu'au lieu de se lancer dans un projet en disant mais qu'est-ce que je vais faire de ces 300 personnes, je ne sais pas, mon bail arrive à échéance, bon, ils peuvent peut-être être quelque chose qui permet de décompresser un peu, mais est-ce que c'est une solution durable? Je n'en sais rien. Et puis, vraiment, voilà, et demain, est-ce que demain, on sera tous... ça, vous répondrez-vous à la fin de la journée. Je suis désolée, je ne peux pas rester, donc vous m'enverrez le résultat des courses. Mais finalement, Benoît Barreira de Silva, là, est-ce qu'il est vraiment un précurseur de l'avenir? C'est-à-dire que lui, c'est un consultant qui code en informatique. Il a perdu 20 kilos. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il facture à ses clients au kilomètre parcouru. Et vous remarquerez que son bureau, bon, il est mobile, comme l'image du script du départ. Et puis, c'est lui qui retourne. Il se met au service du client. Il est autonome sur le plan d'énergie parce qu'il a ses petits capteurs solaires. Voilà, est-ce que vraiment c'est lui qui est un précurseur? Et d'autant plus qu'il a ce statut il est consultant et il a plusieurs clients. En tout cas, en attendant, et ça sera ma conclusion, en fait, je suis allée, je ne sais pas si ça va vous arranger ou pas, mais je suis allée plus vite que prévu. En conclusion, je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre au sérieux les questions de santé, de performance au travail et d'efficacité. Et finalement, ce n'est pas en imposant des modèles ou en essayant en maniant extrêmement bien la langue de bois sur venez tous, on va travailler tous ensemble, ça va être merveilleux dans un espace ouvert et collaboratif. C'est beaucoup plus en essayant de laisser le choix aux gens. Les gens savent très bien, selon leurs besoins et les tâches qu'ils ont à faire, là où ils seront le mieux pour le faire. Mais c'est pas encore une chose extrêmement répandue que de demander, de faire confiance finalement. Autant on fait confiance de plus en plus dans notre vie quotidienne par la médiation de plateformes pour échanger son appartement, sa voiture, son vélo, que sais-je encore. Et dans le travail, on n'arrive pas vraiment à rapatrier et à procéder de la même façon par la confiance pour que les gens, finalement, choisissent au mieux ce qu'ils ont à faire. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Elisabeth.